Alors déjà bonjour Monsieur Canu Bonjour, cher ami. et merci de nous avoir accordé de votre temps pour cette interview. Alors si nous nous voyons aujourd'hui, c'est pour parler d'une des mesures phares de 2014 qui a été prise par le gouvernement, l'augmentation de la TVA. Elle aura lieu au 1er janvier 2014. Le gouvernement proposera en effet que le taux intermédiaire soit porté à 7%, de 7% aujourd'hui à 10%, et que le taux normal soit porté de 19,6% à 20%. Donc avant tout, nous allons faire un petit rappel. Pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que la TVA? La TVA, ça s'appelle taxe, mais en fait c'est un impôt, puisque les taxes sont des impôts. Et c'est un impôt qui a pour particularité d'être un impôt sur la consommation. Donc c'est un impôt payé par les consommateurs à l'occasion de leurs actes de consommation. Et par ailleurs, il est bon de savoir que la TVA est l'impôt le plus important payé par les ménages. Un impôt indolore. Impôt indolore, oui, on le dit souvent. Impôt indolore dans la mesure où les consommateurs n'ont pas nécessairement conscience qu'ils payent un impôt à chaque fois qu'ils achètent le moindre produit qu'ils consomment. Et puis peut-être surtout qu'ils n'ont pas conscience du montant total qu'ils payent. Et effectivement, s'ils avaient la curiosité de calculer ce total systématiquement jour après jour, ils se rendraient compte qu'en fin d'année, ils ont payé une somme tout à fait conséquente de TVA. D'accord. Donc pouvez-vous nous donner votre avis sur l'impact que pourrait avoir l'augmentation de la TVA? Alors, le taux qu'on appelle normal, qui pèse sur la majorité des produits, était à 19,6%. Et il va passer à 20%. Donc il y a une augmentation de 0,4 points, qui est une augmentation assez modique, même très modique, dont les effets sur les prix pratiqués par les distributeurs et donc sur le pouvoir d'achat des ménages pourraient être limités, voire quasiment nuls. Par contre, peut-être plus significative est l'augmentation d'autres taux de TVA, et en particulier d'un taux réduit qui était à 7% pour certaines activités et qui, lui, va être augmenté à 10%. Et donc là, on a une augmentation de 3 points, et 3 points de 7 à 10, ça représente, en termes relatifs, une augmentation assez substantielle, qui, elle, pourrait se répercuter sur les activités concernées. Pouvez-vous nous donner des exemples de ces activités? Je crois qu'il y a hôtellerie-restauration qui est concernée. Il y a dépenses de rénovation de l'habitat. Il y a les transports. De mémoire, je crois que c'est les plus significatifs. Donc, vous me corrigez si je me trompe. Dans quelle mesure est-ce que l'augmentation de la TVA tend à augmenter les inégalités entre les classes sociales? Ou si ce n'est pas le cas? Alors, c'est assez compliqué. La TVA paraît être un impôt qui pèse de la même façon sur toutes les catégories sociales, puisqu'elle ne pèse pas sur le revenu, mais sur la consommation. Donc, théoriquement, on peut considérer que c'est un impôt qui ne modifie pas les inégalités sociales, qui est neutre par rapport à cette question des inégalités. Si on approfondit, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que on sait que plus le revenu est faible, moins on peut épargner, et donc plus on consacre une part importante de son revenu à la consommation. Donc les catégories sociales les plus modestes, en proportion de leurs revenus, consomment plus que
que les catégories aisées qui, elles, épargnent plus. Et donc, par rapport aux revenus, la TVA pèse un peu plus sur les catégories les plus modestes. Et donc, effectivement, une augmentation de TVA, du taux de TVA, c'est une augmentation fiscale qui ne réduit pas les inégalités, ça c'est sûr, voire peut les augmenter légèrement. Alors que si par exemple on avait opté pour une augmentation de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu étant, lui, par rapport au revenu, est payé par à peu près la moitié des ménages les plus favorisés en principe, si on met de côté la question de l'évasion fiscale, des niches fiscales, etc. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Donc si on augmente l'impôt sur le revenu, là on augmente plutôt l'impôt payé par les plus riches. Donc on réduit les inégalités sociales. Donc une politique fiscale qui passe plutôt par une augmentation de TVA que par une augmentation de l'impôt sur le revenu est une politique fiscale qui n'arrange pas la question des inégalités. Alors, on va faire un petit rappel encore, et vous me corrigez si je me trompe. Les raisons pour lesquelles le gouvernement a décidé d'augmenter donc, les taux de TVA, c'est pour financer le CICE. Oui. CICE qui est crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi des entreprises. On ne va pas préciser ce que c'est exactement, mais en gros, ça a pour but de réduire le coût du travail des entreprises. Oui. Pour ainsi augmenter leur investissement. Oui, et leur compétitivité, comme le nom l'indique. C'est vrai. Et donc, au final, augmenter la croissance et augmenter l'emploi. En principe. En principe. Donc, on peut dire que cette mesure est basée, pour résumer, sur une augmentation de la fiscalité des ménages et une diminution de la fiscalité des entreprises. En quelque sorte, oui, on peut le dire. Il y a un transfert de prélèvement des entreprises vers les ménages qui s'opère, c'est incontestable. D'accord. Et donc, la question c'est, selon vous, est-ce que donc cette augmentation du taux de TVA peut-il réellement aboutir à une augmentation de la croissance et une augmentation de l'emploi ? Question complexe. Alors, à la question ainsi posée, directement non. Je crois qu'à l'évidence, on doit répondre non, dans la mesure où, en augmentant la TVA, certes, on augmente certaines recettes fiscales, mais on risque d'alourdir la fiscalité sur la consommation, et donc il n'est pas exclu que ça ait un impact en termes de frein à la consommation. Or, la consommation des ménages, c'est quand même la principale composante de la demande, donc des débouchés pour les entreprises. Et donc, ce freinage de la consommation pourrait avoir un impact plutôt négatif sur la croissance. Mais par ailleurs, on augmente la TVA pour compenser la diminution des prélèvements sur les entreprises et donc pour stimuler l'offre, c'est-à-dire l'activité des entreprises, c'est-à-dire leur investissement, à terme leur production et, on peut l'espérer, leur création d'emplois. Mais cet impact sur l'offre est relativement hypothétique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est très difficile de dire si ça va effectivement avoir cet effet stimulateur sur l'offre. Et donc c'est toute la question classique, est-ce que c'est la demande qui tire l'offre ou est-ce que c'est l'offre qui tire la demande ? Le vieux débat entre les libéraux et les keynésiens. Alors, une autre question, est-ce que vous pensez que, selon vous, ce modèle économique favorise-t-il l'auto-entreprise, l'entrepreneuriat chez les jeunes générations Bon, il va de soi que tout ce qui va dans le sens de l'allègement des prélèvements sur les entreprises peut inciter un peu plus
à se lancer dans une activité d'entreprise. C'est certain. Cela dit, les raisons qui font qu'un jeune en particulier va choisir de se lancer dans une activité d'entrepreneur plutôt que de rechercher un emploi salarié, ces raisons sont tellement multiples et complexes et propres au parcours et au projet, à l'histoire de chacun, que ça fait partie des choses qui sont très très difficiles à évaluer. Alors, une question un peu politique, on va dire. L'économie et la politique sont tellement étroitement imbriquées. C'est vrai. Quel est votre avis sur le fait que le gouvernement actuel, qui se plaçait comme étant opposé au précédent gouvernement, donc le gouvernement de Sarkozy, quel est votre avis sur le fait qu'il reprenne une mesure économique qui est la TVA sociale en fait, qu'avait mis en place M. Sarkozy, et alors que le gouvernement d'aujourd'hui s'était placé comme étant opposé à cette mesure. Moi, je ne retiendrai qu'une seule annonce de l'intervention du chef de l'État hier soir. C'est l'augmentation de la TVA. Et je la considère inopportune, injuste, infondée et improvisée. Ça fait beaucoup. Oui. Alors, bon. Alors d'abord, le projet de TVA sociale, qui finalement n'a pas été appliqué, puisque le résultat des élections a fait qu'il n'a pas pu l'être. Le projet de TVA sociale, il s'agissait d'augmenter le taux normal de TVA sensiblement plus que ne le fait le gouvernement actuel. Je ne me rappelle plus le taux, enfin il était question de monter au-delà de 21, donc l'augmentation était nettement plus sensible. Et l'argumentation était, en faisant peser plus la fiscalité sur la consommation, on l'a fait peser sur en particulier les produits importés, puisque nous importons beaucoup de biens de consommation en provenance de pays étrangers, et en particulier en provenance des pays asiatiques. Donc il s'agissait, c'est ça le discours qui était tenu, de taxer indirectement les importations. Bien. Alors, la politique actuelle, on augmente la TVA, mais on ne l'augmente pas de la même façon, et pas tout à fait avec le même discours pour légitimer ces augmentations. Il s'agit, à mon avis, plus de faire face à une exigence de réduction des déficits, en particulier sous la pression des institutions européennes, à des échéances relativement rapides, que d'une véritable politique pensée pour rééquilibrer les différents types de prélèvements les uns par rapport aux autres. Le mot de la fin, selon vous, quel serait le mot de la fin pour vous? C'est un point de vue un peu personnel, mais je pense que nous vivons un système politique dans lequel les échéances électorales dictent en grande partie les pratiques des autorités gouvernementales, et que ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui, comme ceux qui l'exerçaient hier, ont les yeux fixés sur ces échéances électorales. Il y a des échéances immédiates, les municipales et les européennes, dans quelques mois, qui vont venir très vite, mais là les choses sont plus ou moins jouées. Mais tout le monde a les yeux fixés sur 2017. Et je pense que la politique qui est mise en œuvre actuellement, ou qui va être mise en œuvre à la lumière de la dernière conférence de presse du président de la République, est une politique qui est quasiment une stratégie électorale. Donc en tout cas, nous vous remercions de nous avoir consacré du temps. C'était avec plaisir. Et nous vous souhaitons bonne continuation pour cette année 2014 et pour les autres aussi. Et un grand merci en tout cas d'avoir pris votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion d'exprimer quelques idées. Merci. Au revoir. Au revoir. Un jour l'espoir arrivera, faudra qu'on se lève et qu'on rêve et qu'on gagne et qu'on règne avec nos princesses et nos reines, nos propres règles, sans haine et pour des centenaires. Et enfin la paix aura son air. Donc, petite question bonus que nous allons poser à tous nos interviewés. Oui.
Quel est votre avis sur l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793 qui est, je cite, « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et chaque proportion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Donc le terme qui est employé, c'est l'insurrection. L'insurrection. Donc c'est le droit à l'insurrection, voire le devoir à l'insurrection. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est poussé à son paroxysme le « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. Indignez-vous, un petit livre dans lequel vous invitez les jeunes générations à faire vivre l'héritage de la résistance, donc à s'indigner, mais vous appelez aussi les responsables politiques et économiques. Ils ne doivent pas se laisser impressionner, dites-vous, par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Pour vous, c'est la dictature des marchés financiers qui exige une réforme des retraites ? Ah oui, et puis ce petit livre, il ne coûte que 3 €, hein, alors on peut le diffuser largement. C'est un tract. Bien entendu, le mal derrière tout cela, c'est le déséquilibre de l'économie financière qu'on a laissé aller sans régulation jusqu'à rendre le monde actuel ingérable. Et les valeurs fondamentales qui devaient, le Conseil national de la résistance l'exigeait, nous débarrasser des féodalités économiques, eh bien ces valeurs-là, il faut que les jeunes les comprennent, s'indignent lorsque ces valeurs sont bafouées, comme elles le sont dans pas mal de régions du monde. Bon, ça coûte rien de dire que je suis d'accord. Bon, cela dit, il faut bien voir que cette notion de droit à l'insurrection est extrêmement abstraite. L'histoire montre que, droit ou pas droit, inscrit sur un papier, quand il y en a marre, quand c'est plus supportable, eh ben, on s'insurge. Mais malheureusement, l'histoire montre aussi que les insurgés, très souvent, se font sauvagement réprimer par le pouvoir en place qui dispose des moyens matériels de la répression. C'est malheureux, mais c'est une réalité, je crois. Et les communards de 1871 en ont été les épouvantables victimes. Non, les Parisiens, exaltés par d'ardents révolutionnaires, ne vont pas accepter la fatalité dictée par les Versaillais. La ville s'insurge et prend les armes. On appelle ça une guerre civile. Elle sera courte, on l'a dit, et terrible. Officiellement, 17 000 morts dans les rangs communards, sûrement beaucoup plus, sans compter les milliers de déportés en Nouvelle-Calédonie. La répression a eu la main lourde et le cœur impitoyable. Donc en tout cas, merci pour cette dernière question bonus. Et au plaisir en tout cas. À bientôt, j'espère. Merci. Ah, votre question bonus